Bonjour, merci d'être là pour ceux qui sont là, en live pour les autres. Nous allons parler de la 5, 6 peut-être G, donc ces nouvelles générations de tuyaux de téléphonie ou de télécommunication. Et on va commencer très rapidement en se posant la question de cette 5G qui est annoncée comme une rupture technologique par rapport aux actuels 3 et 4G. Eh bien, en quoi est-ce que c'est réellement une rupture, et en particulier pour le secteur de l'immobilier et de la construction? Et je vais passer la parole à Antoine Geoffroy, qui est directeur R&D de Gecina, pour commencer à y répondre. Merci beaucoup, Inbar. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que souvent la 5G, avec d'autres technologies comme l'IA, sont présentées comme pouvant être des piliers de ce qu'on peut espérer de la 4e révolution industrielle, au même titre que la vapeur, l'électricité ou le silicone ont pu l'être pour les 3 premières. Alors pourquoi on dit ça de la 5G et pourquoi on n'a pas dit ça des précédentes évolutions des réseaux télécoms, donc 3G, 4G? Tout d'abord, il y a une question de timing, puisque la 5G va arriver dans un contexte où les autres technologies qui sont en mesure de l'exploiter sont en pleine expansion. Et puis ensuite, il faut avoir en tête que la 5G amène beaucoup plus d'évolution sur le réseau que les précédentes générations. Puisque les précédentes générations, globalement, 3G, 4G, apportaient des améliorations en termes de débit, ce qui a permis l'éclosion de plein de nouveaux cas d'usage. On a vu avec la 3G l'arrivée d'Internet sur le téléphone, ce qui a permis le développement des réseaux sociaux et une nouvelle manière de produire et consommer l'information. Avec la 4G, on a vu la vidéo qui est arrivée en mobilité, avec l'explosion des applications mobiles, qui ont pu impacter positivement ou non d'ailleurs certains secteurs. On pense notamment à Uber, sans 4G, Uber n'existe pas. On peut également penser à Waze, qui a évité des millions d'heures de voitures bloquées dans des bouchons, donc, qui a un impact extrêmement positif. Après la 5G, comme les précédentes générations, on va apporter plus de débit, donc on parle de 10 fois plus de débit, ce qui va permettre des nouveaux cas d'usage. Donc on va, par exemple, dans les bureaux, pouvoir faire de la téléprésence, donc l'évolution de la vidéoconférence avec une fluidité, une expérience bien supérieure. On va pouvoir, sur les chantiers, faire de la construction jumeau-numérique en temps réel, parce qu'on aura la bande passante sur les chantiers, qui permettra donc de construire ces jumeaux numériques en temps réel et collaborativement avec d'autres personnes qui ne sont pas présentes sur site. Donc ça, c'est pour la partie débit. Mais la 5G va apporter également des évolutions sur d'autres critères. On parle d'évolution sur le temps de latence. Alors le temps de latence, c'est la capacité au réseau à traiter l'information et à renvoyer la réponse quand on donne un ordre. Donc typiquement, ce temps de latence, c'est quelque chose qui est extrêmement utile pour tout ce qui est robotique et tout ce qui est pilotage à distance. Donc typiquement, demain, si vous voulez piloter une grue à distance sur un chantier, via la 5G, ce sera possible, ce qui permettra au grutier d'être présent, par exemple, au sein d'une même journée sur plusieurs chantiers en même temps ou plusieurs endroits sur le même chantier. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Parmi les exemples, on évoque souvent la voiture autonome, parce que la voiture, quand la voiture de devant donne un ordre qu'il faut faire un freinage d'urgence aux voitures derrière, s'il y a 1 seconde de latence, c'est la seconde de trop. Donc il faut que ce soit quasiment instantané. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère que la 5G amène, c'est la capacité de connecter des millions d'objets au kilomètre carré, ce qui n'était pas forcément le cas de la 4G, ce qui va permettre de rentrer dans un monde ultra connecté qu'on appelle l'Internet of Everywhere, ce qui permet donc de rendre le monde plus efficient, plus efficace, et on pense notamment dans le real estate à la connectivité dans le bâtiment, les capteurs qui sont présents dans le bâtiment, pour permettre de rendre les bâtiments plus vertueux d'un point de vue énergétique, d'avoir plus de personnalisation et d'avoir une meilleure connaissance des usages des bâtiments pour l'aménager en continu et procurer in fine une meilleure expérience utilisateur. Et puis il y a une quatrième caractéristique qui est la capacité de la 4G
de la 5G à fournir une qualité de service garantie, ce qui n'est pas possible en 4G, ce qui permet d'avoir des applications critiques. Et c'est pour ça qu'on évoque aussi le fait que la 5G est plus B2B que les précédentes, puisqu'elle permet de mettre en place des cas d'usage critiques. Je parlais de la voiture autonome tout à l'heure, mais il peut y en avoir d'autres dans l'industrie. Il est hors de question dans l'industrie qu'il y ait des messages qui se perdent quand il y a un ordre critique qui est envoyé. Donc la 5G permet ça. Merci, mais juste pour rebondir sur ce point des données qui vont être échangées, est-ce que c'est du réseau de capteurs? Où est-ce qu'on parle vraiment de la 5G par rapport à l'échange et la collecte d'informations par des capteurs? En fait, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a la 4G qui existe et il y a plein d'autres réseaux qui existent. On parle de réseau d'Internet des objets. Alors, il y a les plus connus qui s'appellent LoRa et Sigfox, hein. Mais il y a plein d'autres typologies de réseaux pour des réseaux privés. La 5G va permettre de rationaliser tout ça et sous une même bannière qui s'appelle 5G, de pouvoir mettre en place l'ensemble des cas d'usage sans vraiment se poser de questions de choix technologiques. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la 5G va supporter l'Internet des objets, va supporter, suivant un standard qui est international, la communication des capteurs, va supporter la communication haut débit qu'on va avoir comme la 4G aujourd'hui, mais en 10 fois plus puissant. Et va également permettre de remplacer l'ensemble de ces réseaux privatifs sur lesquels il existe des dizaines de normes différentes aujourd'hui et qui est un sujet d'expert aujourd'hui. Donc demain, ça va vraiment devenir quelque chose de commoditisé qui est très simple à mettre en place et sur lequel on n'a plus vraiment de questions à se poser. Ce sera le standard international, quoi. Merci. Christophe Liénard, vous êtes directeur de l'innovation chez Bouygues. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus où est-ce qu'on en est aujourd'hui du déploiement de la 5G ? En France en particulier, oui, puis au niveau international. Bien sûr. En France, on a donc déjà fait quelques essais. Les 3 opérateurs, Orange, Bouygues Telecom et SFR, ont fait quelques tests. Côté Bouygues Telecom, c'était à Bordeaux notamment. Mais à l'international et en Asie, où là, ça a vraiment démarré, on voit qu'ils ont, et notamment en Chine, déjà passé une étape de déploiement important. Si je prends quelques chiffres, China Mobile, le 30 septembre, lancera son offre pour permettre à couvrir l'ensemble de la Chine, l'ensemble du pays, avec notamment à Pékin 22 500 antennes déjà déployées. C'était des chiffres qui datent d'août. À Shenzhen, 15 000. À Shanghai, il y en aura 30 000 en 2020 outdoor et 50 000 indoor. On reparlera de ce sujet d'indoor tout à l'heure. Et dans la province de Guangdong, il y a déjà 78 000 stations de base qui sont également déployées. Donc on voit, le mouvement est déjà très fort parti. Si on prend ensuite l'exemple de la Corée, en Corée, la plupart des grandes villes ont été déployées. Ça a démarré en décembre 2019. Vous vous souvenez des Jeux Olympiques, vous avez fait quelques tests. Et en juillet 2020, il y a 115 000 antennes qui sont déjà déployées, avec 21% de pénétration dans la population. Donc on voit que le dispositif est allé loin. Le Japon est un peu en retrait par rapport à ces chiffres. Donc oui, la 5G dans certaines parties du monde a vraiment démarré de manière très significative. Et donc en France, est-ce que vous savez un petit peu plus où en est le calendrier ? En France, les enchères commencent à la fin du mois de septembre, et qui se termineront en principe assez rapidement. Donc je pense que pour fin décembre, les fréquences seront attribuées et pour un démarrage opérationnel assez rapidement. Merci. En tout cas dans les grandes villes. Alors, si nous venons plus particulièrement dans votre secteur, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce que l'on va pouvoir attendre de cette 5G pour la conception et la réalisation, en particulier au cours d'une construction ?
Oui, il y a plusieurs étapes, effectivement. La 5G va être, comme le disait Antoine, très importante, ou en tout cas va faciliter les choses dans le domaine de la phase dite de construction, avec la possibilité d'avoir à l'échelle d'un chantier un réseau local qui va permettre un échange haut débit de l'ensemble des capteurs qui sont sur le chantier, ce qui permettra finalement d'avoir des capteurs un peu à la volée, sans être soit du LoRa qui est un très faible débit, soit des capteurs filaires liés aux infrastructures. Donc ça va donner finalement une notion d'instantanéité du chantier. On pourra, pendant toute la durée du chantier, et quand je dis on, c'est l'ensemble des intervenants qui interviennent sur le chantier, c'est-à-dire le maître d'œuvre, mais également l'ensemble des partenaires du chantier. Donc ça va, je pense, donner une vision très réelle de l'avancement du chantier, et donc, comme le spécifiait Gilles Babinet sur cette même scène il y a quelques heures, ça va donner lieu à des gains de productivité, des gains d'efficacité colossaux, de manière à pouvoir avoir une optimisation des mises en place des matériaux, des ressources humaines, etc. sur le chantier. D'accord. Et alors, en phase d'exploitation, j'imagine que la donne va changer complètement. Et qu'est-ce que l'on peut attendre à la fois pour les gestionnaires du bâtiment qui ont une vision, mais aussi pour les usagers qui n'ont pas du tout les mêmes attentes, justement? Oui, pour les gestionnaires, effectivement, ça leur donnera la même chose, cette capacité d'avoir un grand nombre de capteurs finalement intéressants. On pourrait spécifier, par exemple, d'une inspection par drone avec une caméra 4K, voire 8K, qui retransmet les informations, donc dans le cas d'ouvrages d'art ou d'inspection dans des zones très complexes, plutôt que d'envoyer quelqu'un en rappel ou sur une grue, voilà, d'avoir un repérage qui est beaucoup plus fin, avec une précision sur laquelle on peut voir les petites rotassures ou les craquelures du matériau. Donc oui, ça va également, dans cet aspect finalement maintenance des bâtiments, faire une étape, un progrès, je pense, important. Qu'on retrouvera, j'imagine, aussi au niveau de la restauration. Je ne sais pas, je pense à Notre-Dame ou d'autres chantiers. Exactement, oui, tout à fait. Ça permet d'avoir une vision extrêmement précise d'objets qui sont dans des situations difficilement accessibles. Et puis évidemment, ensuite, ça va permettre également d'avoir dans le cloud un certain nombre quand on parle de gestion technique de bâtiment, GTB, d'avoir ça plutôt dans le cloud que physiquement dans le bâtiment. Donc ça va, pour les gestionnaires de bâtiments, également permettre de franchir une étape. Et les usagers qui, eux, ont une attente différente, alors, eux vont pouvoir bénéficier cette fois-ci d'une infrastructure déjà installé, j'imagine, une fois le bâtiment en place. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent attendre comme apport de cette 5G? Alors, un certain nombre de choses, mais ce qui me semble le plus important, c'est surtout dans cette phase post-confinement, finalement, c'est la capacité d'avoir, avec un très grand nombre d'interlocuteurs, des visioconférences immersives. Avec une qualité sur laquelle on se sent véritablement dans la discussion. Et je pense que à la fois le débit et la latence permise par la 5G va permettre de faire ça. Pour matérialiser un peu cette latence, il y a une petite vidéo que je vous conseille d'aller voir, qui est sur YouTube, où on voit une petite balle de golf qui est mise sur un plateau avec une caméra et puis 3 actionneurs. Et puis donc il y a une personne qui vient pousser la balle et en 4G, on voit le plateau qui oscille jusqu'à se stabiliser avec la balle au milieu. Ça met 10 secondes. Maintenant, avec une latence qui est plus de 100 millisecondes, mais de quelques millisecondes, 3 millisecondes, le même exercice, la balle en 3 secondes se stabilise au milieu. Et c'est absolument impressionnant. Et là, on visualise véritablement ce qu'est la latence
du dispositif. Donc, dès l'instant où on a besoin d'un contrôle-commande, cette latence va être extrêmement intéressante. On parlait tout à l'heure des véhicules autonomes, certainement, et d'autres objets de ce type. Alors, on n'a pas encore la 5G, donc on a avec nous Robert Éclard, qui est en visio, une visio simple, mais qui voudrait peut-être intervenir pour nous parler plus précisément de ce qu'il en est dans le secteur de la logistique, où éventuellement la solution apportée par la 5G, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est celle qui est attendue dans votre secteur? Donc Robert Éclard, qui est VP Architecture et Emerging Technologies de Prologis. Yes, thank you for this. It totally depends on the use case, is my opinion. So we have been testing with 5G, with private LTE, with Wi-Fi, with a lot of things. And what just has been said, the lag time is extremely important in a lot of use cases in warehouses. Think of due to the COVID period, people will automate more and more. People in the warehouse, yeah, these last months, there were not many people in the warehouse, right? Not many people available. So automation becomes more and more important. And if you have robots running around, then you have to have a system or a network that makes sure that the lag time is as limited as possible. A robot needs to perform in a warehouse without crashing into anything or crashing into another robot or crashing into people. And this fast reaction time is great with 5G. I actually saw it myself with the golf ball when I was visiting Nokia in Finland, and it's an extremely big difference with 4G. One other thing that 5G can be extremely valuable for the supply chain, and then I think a little bit outside of our warehouse, is the asset tracking from factory to end consumer. Using 5G, you can actually communicate by the second or by the millisecond, and can make sure that you know where that good is all the time. If you combine these solutions with for example, a blockchain solution, then goods will never be lost, and that is good for anything. That's good from financial perspectives, but also from a sustainability perspective, etc. I said it depends on the use case because of the fact that a lot of things in the warehouse can also be tackled by private LTE, which is a good solution as well. And there are some of our customers in the warehouses a little bit less sophisticated, which can actually manage their warehouse with just normal connections. So it totally depends on the type of customer and what the customer wants in the warehouse. But 5G definitely has a really important future in warehousing. That's my opinion. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à la suite de notre discussion, j'aurais voulu savoir s'il y avait des questions dans la salle. On ne vous voit pas très bien, mais est-ce qu'il y a une question? Non, je ne crois pas. Je ne vois pas. Alors, on va continuer sur ces échanges. Antoine, donc on a évoqué le fait que sur la 5G, il y a vraiment des changements, il y a vraiment ce côté de la 5G qui va permettre une interopérabilité entre tous les systèmes de communication, donc qui va permettre une grande efficacité. Quels sont pour vous, quels conseils est-ce que vous donneriez aux gens de votre secteur pour mettre en place cette 5G et voilà, quels conseils est-ce que vous pourriez leur donner? Alors, il y a un petit sujet dans lequel on n'a pas parlé sur la 5G, c'est que la 5G, pour avoir toutes ces caractéristiques, fonctionne sur des fréquences qui sont plus élevées. Alors, ces fréquences plus élevées ont des avantages, on l'a vu. Par contre, elles ont quelques petits inconvénients. Et parmi les inconvénients, il y a le fait qu'elle se propage moins loin et qu'elle traverse moins bien les obstacles. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'en gros, elle ne rentre pas dans vos bâtiments. Donc ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Donc en gros, aujourd'hui, quand vous captez pas bien la 4G ou moyennement, la 5G, vous ne l'aurez pas.
et quand vous captez bien la 4G, vous aurez une 5G moyenne. Donc en gros, pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de ce qu'engendre la 5G, vous allez devoir avoir un dispositif spécifique dans vos bâtiments de couverture indoor pour permettre d'avoir l'ensemble des fonctionnalités et exploiter l'ensemble des cas d'usage à valeur que vous avez identifiés. Donc tout ça pour dire que le télécom aujourd'hui doit vraiment de plus en plus être mis en place comme étant le quatrième fluide d'un bâtiment, au même titre que l'eau et l'électricité. Ça devient quelque chose qui est essentiel, puisqu'il paraît totalement anachronique aujourd'hui de livrer des immeubles qui sont juste des déserts numériques. Donc la couverture indoor, bien sûr, ça ne reste qu'une infrastructure. Il faut aussi et principalement réfléchir à ce que vous allez en faire. Donc réfléchir sur les cas d'usage pour générer la valeur qui va s'appuyer sur cette infrastructure que vous allez généraliser dans vos bâtiments. Quand vous parlez de cette couverture, la 5G est censée nous proposer cette interopérabilité avec les réseaux précédents, la 4 et éventuellement la 3G. Donc c'est ce qui va permettre cette couverture complète du bâtiment. Mais là, vous parlez de répétiteurs en plus, de fonctionnalités qui vont permettre vraiment de gérer ce débit jusqu'à l'intérieur des bâtiments. Exactement. En fait, les normes environnementales actuelles font que les bâtiments sont de plus en plus hermétiques aux ondes, phénomène qui va se renforcer avec la 5G du fait que ce sont des ondes avec des fréquences plus élevées. Donc du coup, ça nécessite des installations spécifiques qui sont des choses totalement normées. On ne réinvente pas le monde, c'est des choses qui existent déjà, qui sont normées, qu'il va falloir généraliser pour permettre de mettre en place les cas d'usage que vous avez identifiés, quels qu'ils soient, que ce soit les cas d'usage de vidéoconférences immersives comme Christophe l'a évoqué, ou des cas d'usage liés à des capteurs pour faire de la maintenance prédictive, ou pour aller encore plus loin, pour faire des jumeaux numériques, pour pouvoir exploiter de manière assez fine et puissante à distance les locaux. Donc tout ça nécessite de la connectivité qu'il va falloir ramener à l'intérieur du bâtiment, puisque naturellement elle ne passera pas au travers les murs et les fenêtres de vos bâtiments. Alors, qu'est-ce que... Je peux rebondir sur ce que dit Antoine sur la partie gestion indoor. Nous, on s'aperçoit que finalement, les premiers clients que nous allons avoir sur la 5G vont certainement être des usines qui vont percevoir le fait d'avoir une usine qui, cette fois-ci, n'est plus câblée comme elle était traditionnellement, ou avec du Wi-Fi qui n'est pas très sécurisé, mais d'avoir véritablement un réseau 5G propriétaire qui permet, on pense aux usines automobiles par exemple, de pouvoir faire en sorte que les robots, mais également les tablettes des compagnons qui travaillent dans l'usine, l'ensemble des capteurs qui sont répandus à la fois sur les véhicules pour suivre le matériau, à la fois dans les robots pour donner. Donc, l'ensemble de ce maillage va être rendu facile et sécurisé. Je pense aux attaques cyber qu'on a tous connues ces derniers temps, va permettre de résoudre une partie de ce sujet. Ensuite, on s'interroge toujours sur les use cases, finalement, les cas d'usage de la 5G. Et donc, on a créé un petit groupe sur cette partie média immersif avec le CEA, un Open Lab du CEA qui s'appelle IDEAS Lab, qui fait partie de l'Open Innovation Center. Donc, cet ensemble basé à Grenoble, qui est une des plus belles places d'innovation mondiale, et à une quinzaine de partenaires. On retrouve des groupes comme Bouygues, mais également Saint-Gobain, EDF et d'autres. On est en train de réfléchir à quels vont être demain les use cases qu'il va falloir qu'on développe, justement dans le cadre de cette 5G qui arrive, de manière à pouvoir utiliser au maximum cette possibilité. Juste pour rebondir, Christophe, il y a un point qui est assez spécifique au secteur des télécoms, qui est que généralement la technologie arrive avant les cas d'usage. Bon, c'est quelque chose qu'on a connu depuis 20 ans, ça s'est toujours passé comme ça.
Alors, pour la 5G, ça risque de se passer comme ça, puisque ça fait un moment déjà qu'il y a des gens qui réfléchissent sur les cas d'usage, mais comme la 5G n'est pas une réalité, ça reste des travaux de recherche. Et systématiquement, à chaque nouvelle génération de réseaux télécoms, les gens se sont posé la question, mais pourquoi faire? Et finalement, quelques années après, ils ne peuvent plus s'en passer. Ça s'est toujours passé comme ça, donc il n'y a pas de raison que pour la 5G, ça se passe différemment. Sachant qu'encore une fois, les cas d'usage, ça fait des années qu'il y a des travaux de recherche, on a des dizaines qui ont été étudiés, et ce sont vraiment des cas d'usage qui apportent une valeur extrêmement positive sur tout un tas d'axes, que ce soit environnemental, de productivité ou de bien-être, enfin, il y a tout un tas d'axes sur lesquels les externalités positives de ce futur réseau sont déjà identifiées. Et puis juste, je voudrais rajouter sur ce que vient de dire Antoine. Il se trouve que ce matin, j'ai eu l'occasion de petit déjeuner avec Richard Weil, qui est le patron de Bouygues Télécom. Et donc, je lui disais, ben voilà, j'interviens cet après-midi. Pour toi, quel est le cas d'usage principal et qu'est-ce que tu en penses? Et il me disait, en réalité, aujourd'hui, la consommation déjà par utilisateur est de 13 gigas par personne. Les prévisions les forecasts parlent de 50. Donc, pour simplifier, on ne va pas dire 13, on va dire 10, 50. Ça veut dire qu'il va falloir avoir 5 fois plus d'antennes avec le réseau 4G, si on veut passer ce débit. Est-ce qu'on est tous d'accord pour avoir des antennes en plus partout? Ben non. À chaque fois qu'il faut implanter une antenne, c'est quand même très compliqué avec l'environnement. Personne ne veut avoir l'antenne dans son jardin. Et donc, la 5G est là et va permettre finalement de passer ce débit, en tout cas dans les zones très denses. Donc le choix de passage de la 4G à la 5G, si on reste dans l'optique de dire aujourd'hui on consomme 10 et demain ça sera 50, on n'a pas forcément vraiment le choix. Dans les réticences dont on entend parler au niveau de la 5G, on parle parfois des aspects de sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces aspects-là? Est-ce que vous avez une façon de nous... Alors, je ne sais pas lequel des trois, est-ce que l'un de vous trois veut intervenir sur cet aspect de la sécurité des transmissions de la 5G? Comment est-ce qu'elle va se comporter par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui? C'est une question pour Robert. Robert? Yeah, so it's a very good question, and I don't think we have the answer yet. I think 5G is definitely going to help on a health and safety perspective, but what just has been said is a really good point. 5G will be, if deployed, will be deployed in highly dense areas. So what to do with the less dense areas? So from a safety perspective, it will give us a lot of benefits because of the fast reaction times and because we can anticipate so fast in the data that we get. But probably only in the areas where it's worth it to actually put it. And then the second question or the second comment that was made about 5G in warehouses, that makes the discussion really, really difficult because a lot of things do not need to have all the benefits that 5G has. So for a lot of use cases, probably people will tend to stay with what they know and what they have. So in my perspective, it will take a few years to actually figure out whether this will help us a lot from a health and safety perspective. Okay. Il y a certainement une question qu'on n'a pas évoquée sur la latence, c'est-à-dire si on veut pouvoir effectivement obtenir cette latence, il faut que finalement les data centers soient plus proches. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir construire des micro-data centers répartis plus généralement sur le territoire. Et donc là, dans le cas de l'immobilier, c'est à mon avis un point à soulever. C'est une opportunité finalement également dans ce dispositif. Oui. C'est une opportunité, mais qui va nécessiter quelque chose à la fois dans la conception et le refroidissement. Bien sûr. Bien sûr. Donc Bien sûr.
Mais aujourd'hui, on sait faire des choses extraordinaires sur le refroidissement. J'ai en tête un data center que j'ai visité à côté de Marseille, enfin à Marseille, sur le port de Marseille. Ce data center, c'était en fait, historiquement, c'était une unité pour réparer les sous-marins pendant la guerre, les sous-marins allemands pendant la guerre. Et des murs de 4 mètres, vraiment massifs. Et donc, il a été transformé en data center, ça se prêtait assez bien, des alvéoles. Et donc, pour refroidir ce data center, on a utilisé les eaux qui sont actuellement polluées des usines de Gardanne, qui est à 14 degrés toute l'année. Et donc, cette eau vient refroidir le data center. Et ensuite, cette eau ressort à 38 degrés. Et cette chaleur est utilisée pour chauffer les quartiers nord de Marseille. Donc il y a une utilisation astucieuse finalement de cette énergie positive du data center pour finalement avoir une boucle vertueuse. Tout à fait. Alors, cette 5G, on en parle depuis tout à l'heure, elle n'est pas encore déployée, mais on commence déjà à parler de la 6G. Alors, on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que les chercheurs académiques comme moi commencent déjà à travailler là-dessus? Alors bon, il faut prendre un petit peu d'avance pour pouvoir concevoir ce qu'il y aura dans la 6G. Mais on va commencer à se poser la question de ce que vous attendez, vous, de la 6G. Christophe, hein, peut-être? Déjà, en quelques chiffres, la 6G, qu'est-ce que c'est? C'est finalement... qu'est-ce que c'est peut-être? Ouais, c'est 1000 fois plus de débit que la 5G. C'est une latence de 100 microsecondes, donc 100 fois plus rapide que la 5G. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est quelque chose qui est à peine en laboratoire. La Corée estime pouvoir avoir un premier pilote en 2026 et commercialisé entre 2028 et 2030. Donc c'est encore très très loin. C'est très loin. Très loin. On parle effectivement de 2030, mais si vous allez par exemple à l'université d'Oulu, qui est le 6G flagship européen, vous pouvez commencer à voir des petites tentatives et des essais avec des fréquences encore plus élevées, avec des antennes futuristes. Donc on doit se poser la question de ce que vous pouvez en attendre. Ouais. Certainement au niveau du contrôle-commande dont on parlait tout à l'heure, puisque finalement c'est en dehors du débit, c'est cette latence qui va être très importante. Ensuite, pour moi la question du débit, elle va être cruciale ou pas en fonction des progrès du edge computing. C'est-à-dire que si on prend le cas des véhicules autonomes, on estime aujourd'hui, si on prend Mobileye, l'israélien racheté par Intel, leur idée, c'est finalement de faire calculer le maximum de choses dans la voiture, proche du capteur, pour éviter d'avoir une déperdition d'énergie et effectivement d'être lié à cette latence. Et de finalement de renvoyer que des choses pour lesquelles la latence a moins d'importance. Donc il va y avoir sûrement un combat entre les équipements qui permettent une latence extrêmement élevée et un débit élevé, et puis les équipements ou les solutions qui utilisent plutôt du edge computing et de calculer très localement pour avoir une consommation d'énergie très basse et une latence très très faible. Donc juste pour la 6G, comme l'a dit Christophe, en fait, on est sur des cycles globalement d'une dizaine d'années. Donc la 4G, c'est 2010-2020, donc la 5G, ça devrait être 2020-2030. Et pendant 10 ans, c'est tout un processus pour sortir une nouvelle génération qui est assez long. Donc ça commence par des travaux de recherche et développement. Donc là, il y a quelques grands acteurs comme Samsung, LG ou Huawei qui ont annoncé dépenser des milliards sur les premiers travaux de 6G. Mais la R&D, ça ne suffit pas parce qu'après, on rentre dans un processus de normalisation au niveau mondial, donc avec des centaines d'acteurs autour de la table, que ce soit des constructeurs, des opérateurs, des constructeurs des devices. Et si je prends l'exemple de la 5G, ce processus, ça a pris 6 ou 7 années, quoi. Donc du coup, il y a ce qu'on souhaiterait en faire, il y a ce qu'on est capable d'en faire en termes technologiques. Et c'est un processus qui prend généralement une dizaine d'années. Donc après, qu'est-ce qu'on pourrait en attendre? Donc effectivement, comme l'a dit Christophe, une amélioration sur les critères de la 5G.
On peut espérer que, d'un point de vue écologique, ce soit encore plus performant, que ce soit moins gourmand en consommation énergétique, que ça utilise moins de minerais rares, etc. En termes de rayonnement aussi, parce que c'est En quelque termes chose, de rayonnement également, on peut espérer que ce soit... Alors bien que la 5G, il y a beaucoup de désinformation parce qu'en pratique, c'est moins nocif que la 4G, parce que ça ne rayonne pas en permanence, contrairement à la 4G. Et après, à la manière de la 5G, donc la 5G fédère, ou en tout cas uniformise un peu l'ensemble des cas d'usage et des technologies associées sous une même bannière. On peut imaginer que la 6G puisse peut-être fédérer aussi d'autres types de technologies qui commencent à sortir, puisque on a par exemple SpaceX qui est en train de lancer des satellites en basse orbite, donc qui prévoit d'en lancer 12 000 de mémoire, pour couvrir la Terre entière en termes de connectivité. Donc du coup, concurrent ou pas à la 5G, oui et non, parce que ce n'est pas les mêmes types de cas d'usage, parce que le satellite étant quand même assez loin, on n'a pas les mêmes temps de latence. Mais on peut imaginer que la future génération fédère aussi cet ensemble de nouvelles technologies pour la simplifier, et qu'en tant qu'utilisateur, on n'ait pas vraiment de questions à se poser, qu'on soit sur le dispositif technologique le plus adapté par rapport à l'usage qu'on est en train d'en faire à un instant T, quoi. On entend dire que cette 6G aurait un grand usage d'intelligence artificielle dans ses outils, dans sa conception, et que donc elle pourrait s'adapter beaucoup mieux à ce que l'on pourrait en faire. Exactement. Donc la 5G commence à embarquer une certaine intelligence en fait dans le réseau pour notamment que le réseau se reconfigure par rapport à l'usage qu'on ait fait à un instant T. On peut imaginer que la 6G aille plus loin, ce qui permet plus de performance, plus de vertus écologiques, plus de transparence, de switch d'une technologie à une autre pour l'utilisateur, etc., etc. Robert? No, I think you just mentioned the most important aspect or potential benefit of 6G, and that is AI. I don't think we have an answer yet on what that's going to be, but AI is going to be the next thing there. The machines will be faster than us, then, I guess. Ok. Est-ce qu'au niveau de la salle, vous avez des questions? Je ne vous vois pas bien. Oui, là-bas. In English. Yeah, in English. Okay. Donc, d'après ce que j'ai entendu, une question sur l'aspect de privauté, de sécurité de la 5G, sur la privauté des données en particulier. Qui veut intervenir? Antoine, peut-être? Par définition, dès que vous connectez un objet, se pose la question de le sécuriser d'un point de vue cyber, et également de la donnée qui est capturée par ce que vous connectez, qu'est-ce qui en est fait. Donc après, et c'est pour ça que d'ailleurs dans les mégatrends, le sujet cybersécurité est de plus en plus présent, puisque comme on va connecter de plus en plus, il faudra de plus en plus le traiter, ce sujet. Après, en Europe, on a la chance d'avoir un règlement qui est le RGPD, ce qui fait que la donnée, on peut pas en faire, les opérateurs ne peuvent pas en faire ce qu'ils veulent. C'est très réglementé, notamment tout ce qui est données nominatives. Et je suis assez convaincu qu'en fonction des cas d'usage qui vont sortir sur la 5G, cette réglementation va devoir également évoluer pour ne pas bloquer des nouveaux cas d'usage, mais également pour sécuriser des cas d'usage auxquels on n'avait pas pensé. Donc il y a effectivement un petit enjeu en fait, de rythme d'évolution de la réglementation par rapport aux technologies pour pouvoir avoir un cadre qui correspond aux usages qu'on peut faire de la technologie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'avais une question, vous rebondirez celui qui voudra, mais sur le fait que
vous nous avez parlé du processus de normalisation, les acteurs du monde des télécoms. Aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça qui sont sur le sol français. Eh bien, on peut même en parler au niveau européen. Quelle place est-ce qu'on va pouvoir avoir et comment est-ce que vous pensez que l'on pourra, en tant que industriel français ou européen, défendre notre place dans ce domaine des télécoms qui est finalement pas mal pris par des acteurs asiatiques en particulier? Alors, je reprendrai juste une partie de votre question sur la standardisation. Effectivement, je pense que la 5G va permettre, un peu comme Android l'a permis sur le smartphone, va permettre de standardiser ce monde des objets connectés, notamment dans le domaine de l'immobilier, et va fédérer un peu tout ça. Donc ça, à mon avis, c'est un gain très fort, et c'est un souhait notamment d'une alliance qui s'appelle Smart Building Association, Alliance, dont Emmanuel François est le président et qui pousse ce dispositif-là. Donc ça, je pense que c'est un point très fort. Ensuite, votre question, si elle porte sur les équipementiers télécoms, ben, je pense qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, la messe est dite. Mais Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a 3 grands équipementiers, dont 2 qui sont quand même européens, hein, puisqu'il y a quand même Ericsson et Nokia. Ils ne sont pas français, mais ils sont européens. Oui, ils sont européens. Ils sont sur le sol français, au moins pour Nokia. Oui. Après, effectivement, le leader est chinois aujourd'hui. Après, c'est pour ça qu'il y a de nouveaux acteurs qui essayent de se positionner sur la 6G. Donc, je mentionnais LG et Samsung. Alors, bon, ils ne sont pas européens, mais il y a des pays qui ont compris effectivement l'intérêt d'être un acteur majeur sur ce sujet, autour duquel va tourner une grosse partie de l'économie du pays, quoi. Donc, alors en France, je ne sais pas les ambitions sur le sujet, mais en tout cas, il y a des nouveaux acteurs qui essayent de se positionner pour dans 10 ans sur la 6G. Oui. Et donc, est-ce que dans le secteur, est-ce qu'il y a des alliances justement entre les équipementiers télécoms et les constructeurs de bâtiments qui pourraient se faire, puisque vous parliez tout à l'heure du fait que les télécommunications étaient finalement un fluide parmi d'autres dans le bâtiment. Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable ? alors, on est toujours plus fort ensemble, donc la notion de partenariat et de co-développer des objets pour des usages de demain, ça c'est quelque chose qui doit être promu. Ensuite, très concrètement, aujourd'hui sur le bâtiment à la 5G, je pense qu'il n'existe pas d'accord particulier, mais pourquoi pas. Est-ce que Robert, hein? No, I think you're right. They're not at this moment, and I think there should be. As said, Nokia and Ericsson are actually they're not the biggest, but they're big players. So they should not take the lead, but they should be able to help us. And besides that, the real estate people should start to group up and make sure that they form alliances as well, which is not always that easy, especially not in Europe. But I believe alliances and also local and European political support will help us in order to make sure that, how do you say that, the others don't win. Merci. Merci à tous d'avoir assisté à cette session. Je vous remercie. Merci. Merci.